Bonjour et bienvenue sur Vie ta meilleure vie, le podcast. Dans ce nouvel épisode, je discute avec Pauline Barbier, cavalière professionnelle et fondatrice de Blooming Riders. Pauline a démarré son projet très jeune et a un parcours d'indépendant assez époustouflant. En quelques années, elle a créé une plateforme unique pour les cavaliers. Elle nous raconte ici son parcours, ses galères, ses challenges et quel mindset elle a développé pour créer sa définition de sa meilleure vie. Je vous souhaite une excellente écoute et espère que cet épisode vous inspirera. Bonne écoute! Pauline de participer à ce tout premier podcast en interview pour Vie ta meilleure vie. Donc, tu as donc l'honneur d'être le premier cobaye. Tu sais, quand tu as un podcast et que tu retournes après des années sur ta première interview et que tu dis « Oh là là, mon Dieu, mais que c'était nul !» Voilà, bon, je suis désolée, c'est toi le cobaye. Donc, écoute, merci d'être là en tout cas. Donc, l'objectif du podcast, c'est de présenter le parcours de différentes personnes qui vivent leur meilleure vie et qui ont des parcours qui ne sont pas forcément les parcours typiques classiques. Et l'objectif, c'est de présenter ça aux auditeurs et d'exposer quelles ont été les décisions, les épreuves, les succès, les galères, les challenges et surtout les moments clés qui ont fait que tu t'es dit, voilà, là, je vais suivre mon envie. Plutôt que d'aller dans peut-être une voie beaucoup plus classique. Et donc, l'objectif, c'est de partager sans filtre, en toute honnêteté et authenticité. Voilà. Donc, je vais peut-être commencer directement en faisant une rapide présentation et puis tu pourras rajouter des informations sur ce que tu fais et ce que tu proposes. Donc, Pauline, tu es cavalière professionnelle et PDG et fondatrice de Blooming Riders. Donc autrement connu sous le nom de The Tack Room, qui est une plateforme de cours vidéo sur l'éducation, la gestion et l'entraînement de votre cheval. Donc, est-ce que tu veux déjà présenter rapidement ta plateforme en plus de détails pour que les gens sachent un petit peu de quoi on parle? Bah, écoute, avec plaisir. En fait, c'est assez simple. On a fait un truc qui est vraiment très simple. L'objectif, c'était de fournir à un maximum de cavaliers et de propriétaires de chevaux le savoir, les connaissances et les compétences nécessaires en fait à ce que tout se déroule bien avec leur cheval, quoi. Quelle que soit leur discipline, quels que soient leurs objectifs, leurs rêves dans leur vie équestre. Moi, quand j'ai eu cette idée-là, ma priorité, c'était ça, c'était de me dire, bah, moi, j'ai été une cavalière en galère pendant de nombreuses années. J'ai eu des chevaux qui m'ont posé des énormes problèmes sur tous les aspects qu'on peut imaginer de gestion, d'éducation, d'entraînement du cheval. Et j'aimerais rendre les choses plus faciles aux prochaines personnes qui seront dans cette situation-là. Et en faisant en sorte de diffuser aussi de façon aussi accessible que possible des connaissances modernes sur tout ce qui est entraînement physique, gymnastique, éducation du cheval, comportement, et aussi toute la partie gestion, nutrition, hébergement, etc. Et du coup, en fait, c'est comme le Netflix du cheval. Moi, j'aime bien le décrire comme ça. Sauf que nous, c'est pas du divertissement. On va pas faire... ça peut être divertissant quand on est passionné, ça va nous divertir quand même, mais on va pas faire des séries et de la télé-réalité. On est plus sur vraiment des programmes d'éducation. En fait, c'est plein de formations en ligne. Au même titre qu'un Skillshare ou Demi, nous, on est un peu ça, mais pour le cheval. Donc, c'est du e-learning équestre, pur et dur, quoi. Voilà. Ok. Et est-ce qu'il y a une spécificité ou une discipline où vraiment vous passez toutes les disciplines? Est-ce que est-ce que ça vient en complément ou est-ce que finalement on peut se former 100% là-dessus sans avoir besoin d'un prof extérieur ou comment tu vois les choses? Alors déjà pour la dernière question que tu posais sur est-ce que on peut faire ça tout seul, moi je pense que pour certaines choses on peut déjà avancer beaucoup tout seul, mais je ne crois pas. C'est peut-être que je me tire une balle dans le pied toute seule en faisant ça, mais je ne crois pas qu'on puisse évoluer avec les chevaux strictement tout seul sans avoir un œil extérieur en direct à un moment dans notre vie de cavalier.
aussi bien pour la partie de l'éducation et du travail vraiment à pied, au sol ou même montée d'éducation que sur la partie technique. Pour moi, il y a forcément un moment où on doit avoir un œil en direct avec un coach extérieur. Donc non, je ne crois pas que les gens qui vont venir sur Blooming Riders, ils vont être strictement autonomes. Par contre, je pense que ça peut leur donner énormément d'armes pour déjà avancer tout seul, sans être dépendant 100% du temps d'un coach. Sur la partie, par exemple, éducative, on a pas mal de gens qui suivent le programme Jeune Cheval, qui est un programme où il y a quasiment 100 vidéos. Enfin, c'est un gros truc, hein, c'est une grosse formation en ligne. Et en fait, la plupart de nos membres, ils peuvent déjà faire énormément de choses tout seuls. Et puis, pendant quelques mois, travailler. Et puis, de temps en temps, faire venir un prof qui vient valider ou invalider et ajuster, en tout cas, ce qu'il faut ajuster pour rebondir et être sûr qu'on évolue sur des bases solides pour se faire checker régulièrement. Et sur la partie technique, donc nous, à ce jour, on a surtout du dressage. Mais je reviendrai là-dessus juste après, parce que tu parlais de est-ce qu'on a une spécificité ou pas. Je reviendrai là-dessus après. Mais sur la partie technique, c'est encore pire. Je trouve que c'est encore plus difficile d'être tout seul, parce que la partie technique, ça va vite, c'est difficile, c'est vraiment difficile. Surtout sur le dressage, il n'y a pas une seconde qui ne compte pas. Et on a moins droit à l'erreur. Ou alors, en fait, on va vite se rendre compte qu'on fait des erreurs et on ne se rend pas compte de quelles erreurs. Alors que sur la partie éducation, surtout au sol, on voit le cheval, on a plus le temps de réagir, il n'y a pas l'équilibre du cheval et du cavalier à gérer en plus. C'est plus simple d'être autonome, je trouve. Donc voilà, ça c'était pour la deuxième partie de ta question. Et pour la première partie, donc sur est-ce qu'on a une spécificité? Alors oui, on a résolument une spécificité qui est que on est très focus sur l'aspect comportemental et sur l'aspect bien-être du cheval. Et nous, notre priorité dans tout le travail équestre, quelle que soit sa forme, c'est que le cheval soit vraiment bien et qu'il se sente vraiment bien avec le cavalier. Et pas juste pour un argument marketing de dire bien-être, etc. Non, on veut vraiment mettre en valeur des signaux de bien-être, de confort, tout en étant hyper tolérant et bienveillant sur les moments où on va faire de la merde et se tromper et où le cheval va tirer la tronche et ça va pas bien se passer, quoi. On passe tous là. Donc c'est évidemment l'objectif, c'est d'être tolérant là-dessus. Mais du coup, nous, ça c'est notre fondement, c'est ce côté vraiment bien-être dans le travail du cheval. Et surtout, on a envie de créer un pont entre les pratiques dites d'équitation éthologique ou en tout cas d'éducation du cheval un peu moderne, que je trouve plus moderne et basée sur des choses plus scientifiques que ce qu'on a pu connaître il y a quelques années, il y a 20, 30 ans, avec les pratiques sportives. Et on veut faire le pont entre les deux. Et donc nous, on va être la plateforme où on va chercher des cavaliers qui veulent monter à cheval dans les 3 disciplines olympiques, dressage, jumping et concours complet, mais qui veulent intégrer dans cette pratique sportive-là ou intégrer dans leur pratique éthologique une dimension un peu plus sportive technique. Et c'est vraiment faire le pont et offrir en fait cette plateforme entre les deux et joindre ces deux mondes-là, quoi. Donc ça, c'est vraiment notre axe de travail. Notre ambition à terme, c'est d'avoir un max des disciplines classiques. Donc, je parlais des 3 disciplines olympiques. Peut-être qu'on ajoutera d'autres choses. On est super ouvert. Pour l'instant, on est surtout focus sur du dressage et la partie comportementale. Mais à l'avenir, par exemple, cette année, on va tourner sur du complet, on va rajouter du jumping et on veut avoir un max de dimensions sportives, toujours en essayant de prioriser autant que possible des chevaux ou des entraîneurs qui, en tout cas, ont une démarche plutôt bien-être ou en tout cas plutôt moderne, quoi. Ok, super. Et justement, je voulais rajouter par rapport à ce que tu disais, ça reste du vivant, donc forcément, c'est jamais comme la belle théorie qu'on peut lire dans un bouquin ou voir dans une vidéo. Mais je pense que ce qui est vachement bien, c'est que justement, ça apporte un truc en plus puisqu'on est l'observateur. Le dressage, on est d'accord que c'est compliqué parce que c'est beaucoup de ressenti, mais le fait, ça ajoute en fait une corde à son arc parce que le fait de le voir, on se rend compte peut-être, ah oui, mais j'ai ressenti ça et en fait, c'est ça qui se passe. Enfin, c'est d'avoir un feedback en fait visuel, d'avoir quelque part l'œil du professeur où on se regarde comme ça et on se dit, ah, mais voilà, en fait, ce que je ressens là, ça correspond à ça comme mouvement du cheval. Et c'est vrai que je pense que l'approche que vous avez, elle est extrêmement intéressante par rapport à ça. Et après, il y a aussi tout l'aspect entretenir son cheval. Il y a de la nutrition. Enfin, ça va bien au-delà de juste les techniques équestres et éducatives. Il y a quand même
c'est une des rares plateformes, je ne crois pas qu'il y en ait une autre en France, enfin francophone en tout cas, qui est autant une approche holistique en fait. C'est on regarde tout le panel du cheval avec de l'éthologie scientifique, enfin il y a vraiment tout quoi. Oui, tout à fait, absolument. Donc voilà, donc là je passais un peu de pommade, hein. Mais je suis une fan, donc voilà, comme ça on est très clair. Et du coup, je voudrais revenir maintenant qu'on a présenté un petit peu ce que c'est la plateforme et ce que tu fais. Comment l'idée a germé? Parce que ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Bon, on est potes, hein, sinon tu n'aurais peut-être pas accepté de faire le podcast. Et je me souviens bien, donc à l'époque, c'était il y a quelques années, hein, maintenant, on se sent vieux d'un coup. Donc moi, j'étais en Belgique, on s'est connus via les chevaux, on s'est connus parce que je suis venue te donner cours. Hein. Maintenant, c'est moi. Absolument. Je suis très heureuse de dire aujourd'hui que non, moi, tu dois me donner beaucoup de cours parce que tu es bien plus loin sur tous les aspects équestres et c'est très bien comme ça. Et du coup, comment ça se fait? Non. Hein? De quoi? Trifine, tu m'avais donné cours. Absolument, c'était avec Trifine qui, à cette époque-là, arrachait la corde et partait au galop dans la piste. Oui. Donc, quand tu as un cheval, un très breton, elle est bretonne, hein, très breton. Ouais, elle est bretonne, ouais. Qui se dit, oh, mais je vais m'amuser avec le petit humain au bout de la corde. Ouais, c'est vrai que c'était sympa. Je m'en rappelle, ma pauvre. Donc voilà, c'était mes débuts de prof. De prof de cheval, ok. Tu vois, tu avais fait le cobaye pour moi à ce moment-là, tu vois, tu étais venu faire. Voilà, donc c'est un juste retour des choses que je vienne maintenant faire le cobaye aussi, tu vois. Et donc à l'époque, à cette époque-là, en fait, tu finissais tes études. Tu faisais des études de lobbying et communication politique, donc vraiment pas grand-chose à voir hein, au final. Et du coup, comment l'idée a germé et comment tu en es venu en fait à développer ce projet-là? Bah oui, c'est vrai que toi, tu as été aux premières loges, hein, parce que c'était... Ouais, on se voyait beaucoup à ce moment-là. Bah, en fait, du coup, je vais quand même réexpliquer. En fait, ouais, moi, j'ai toujours voulu être pro dans le cheval. Enfin, ça a toujours été un truc au fond de moi, mais que j'assumais pas vraiment, quoi. C'est un peu ce rêve qui... Oula, je suis en train de faire des conneries avec mon micro. C'est bon, je recommence. C'est un peu ce rêve où tu te dis, ça serait... Enfin, t'as ce rêve au fond de toi, puis tu l'étouffes parce que tu dis non, mais c'est impossible, ça n'arrivera jamais. Enfin, voilà. Et je pense que je l'ai étouffé pendant très longtemps. Mais en même temps, tu vois, quand j'ai passé mon bac, premier truc que j'ai dit à ma mère, c'est je vivais à Paris à ce moment-là. Et moi, Paris, ça a toujours été une frustration parce que j'étais loin de mes chevaux. Mes chevaux étaient à 2 heures de Paris, je les voyais pas beaucoup au final. Et moi, je n'avais qu'une obsession en tête. Hein. Je suis le cliché des petites gamines obsédées par le cheval. Voilà, j'étais comme ça, quoi. Et mes parents comprenaient pas trop, mais ils étaient gentils et j'avais déjà des chevaux, c'était déjà très bien. Et en fait, et en plus, tu étais toute seule dans ta famille. Hein. Il y avait personne qui aimait les chevaux, donc c'est venu vraiment comme ça. On ne sait pas trop d'où. Ben, en fait, il y a dans le village où du coup mes chevaux ont été pendant des années et où j'avais ma famille. Il y a un jour, le hasard fait qu'on va voir des amis de la famille qui ont des chevaux, des pur sang réformés, qui gardaient comme ça en prairie. Et en fait, c'était le premier cheval, il s'appelait Chiquito. Je m'en rappelle très, très bien. Hein. C'est pour te dire, je devais avoir 3-4 ans. Hein. Et Chiquito, c'est le premier cheval que j'ai rencontré. Je l'ai vu une fois. Et après ça, j'ai cassé les pieds de mes parents. Mais les pauvres, quoi. Enfin, c'était obsessionnel, quoi. Ils m'ont inscrit au Poney Club après ça. Enfin, voilà. Et c'est vraiment ce truc du virus du cheval, quoi. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. C'est arrivé, le coup de foudre avec Chiquito. Le coup de foudre avec Chiquito. Et puis, en fait, après ça, tu vois, quand ils ont acheté Jason, mes grands-parents disaient oh là là, c'est vraiment une mauvaise idée, elle est trop jeune. Et puis, ils ont racheté Trifine, oh là là, c'est vraiment une mauvaise idée, ça va lui passer. Et puis, ça ne m'a jamais quitté, quoi. C'est vrai que ça aurait pu, hein, mais ça ne m'a jamais quitté. Ça a été de pire en pire, en fait. Hein, donc voilà. Les pauvres parents. Et en fait, ce qui s'est passé au bac, c'est que moi, j'ai dit, bon, bah voilà, l'année prochaine, c'est mes études. Et j'avais envie de rien, sauf de monter à cheval. Et ma mère m'a dit, OK, bah en fait, ils ont été cool, hein, parce qu'on a regardé ensemble des formations, notamment à Saumur. Et il y avait cette formation, je ne sais pas si elle existe encore, cavalier pro de dressage, en fait, cette espèce de formation de cavalier pro de dressage, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Et il fallait un cheval qui fasse un certain niveau de reprise.
Et moi, je n'avais pas ça. J'avais un poney, un cheval de trait, tu vois. Donc, c'était pas adapté. Et donc, ma mère m'a dit, OK, c'est quoi en fait, on est parti assez loin. Hein. C'est quoi le budget pour acheter un cheval comme ça? C'était genre 20-30 000 euros. Et ma mère m'a dit 20-30 000 euros, bah non, on va pas t'acheter un cheval à ce prix-là, quoi. C'est pas possible. Et donc, ça arrive au problème. C'est ça qui a fait, bon, bah non, on fera pas ça, en fait. Donc, OK, on fera pas ça. Donc, du coup, ma mère m'a dit, écoute, ils ont eu ce discours que beaucoup de parents ont et qui, moi, ne m'a posé. Enfin, moi, je regrette pas du tout mon chemin, qui a été de dire, bah, fais des études normales et diplôme, et puis tu verras après. Et tu auras la liberté après de faire autre chose. Et du coup, en fait, je suis partie à Angers faire mes études parce que j'étais là, je veux être près de mes chevaux, hein, clairement, c'était l'argument. Hein. C'était, je m'en fous, en vrai, des études, mais je veux être près des chevaux, quoi. Et sans regret non plus, parce que ce que j'ai fait là-bas, c'était la communication. Voilà, c'était pas des grandes études. J'ai toujours été un peu mal à l'aise par rapport à ça parce que j'avais un double truc. Je suis hyper bonne élève, donc il faut que je fasse des grandes études, mais en même temps, je veux être avec mes chevaux et c'est ma passion. Et j'ai toujours été tiraillée entre. Il y a un truc de ce que la société attend de toi, c'est de faire des grandes études un peu prestigieuses. Et moi, j'étais toujours un peu comme ça, hein, l'étudiante modèle. Enfin voilà. Et en même temps, j'avais ma passion qui ne demandait pas du tout ça. Et donc, j'ai fait un truc un peu compromis, des études pas très prestigieuses, mais disons que ça m'a permis de me rapprocher de ma passion. Mais ça m'a permis plein d'autres choses, en fait, de développer ma passion encore plus et de me rendre compte qu'en fait, peut-être que c'est ça mon calling, quoi, tu vois, ma voix, quoi. Enfin, en tout cas, c'est ça c'est l'impression que j'ai eue. Et après, je suis partie à Bruxelles faire ce master en com politique. Donc, l'idée, c'était de faire du lobbying. Et là, je suis arrivée dans une phase de ma vie en mode, OK, bon, bah, j'arriverai pas à faire de ma vie, j'arriverai pas à faire du cheval de ma vie. C'est pas grave. Et pourquoi qu'est-ce qui a été, puisque finalement, tu avais fini, entre guillemets, le premier cycle, tes études à Angers, en communication, et là, tu t'es pas dit, tiens, je vais retourner à ma vraie voie, ma passion, qui est le cheval? En fait, je ne l'ai pas fait. Il y avait plusieurs raisons. Déjà, une fois que je suis rentrée dans un cycle universitaire normal, je voulais absolument un master. Parce que j'étais là, c'est pas digne de moi de ne pas avoir un master. C'est vraiment ça. Hein. J'étais en mode, ah non, je vais pas m'arrêter à une licence quand même. Donc, du coup, j'étais là, tant qu'à faire, autant aller au bout et faire un master, et puis après, on verra. Donc, déjà, il y avait ce premier argument tout à fait pragmatique. Hein. Et ensuite, il y avait un truc, la com pure, ça m'a plu. Mais en fait, tout ce qui est sciences politiques, géopolitique, com politique, ça m'a toujours vachement intéressée. Je trouve ça passionnant. En fait, c'est du comportement. Hein. Au final, tout se recoupe. C'est du comportement humain. Voilà, du comportement humain. Et en fait, les stratégies d'influence et tout, je me suis retrouvée à me dire, en fait, ça m'a vachement passionnée. Et je me suis dit, bon, allez, il y a ce master à Bruxelles. Bruxelles, ça me permettait de sortir de ma culture française, parce que moi, la France, j'avais besoin d'en sortir. Les Français, ça me posait des petits problèmes et j'avais besoin de voir autre chose. Et en même temps, il fallait pas que j'aille trop loin non plus parce que mes chevaux devaient me suivre. Donc, il y avait aussi cette contrainte-là. Et donc, coup de bol, Bruxelles, à l'ULB, ils faisaient un super master en com politique. Et donc, je suis rentrée là-dedans et sans regret parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai adoré faire ça. J'ai adoré étudier le lobbying. Et puis, je me suis dit, nickel, j'adore Bruxelles, je reste ici et je bosse dans les affaires européennes, quoi. Et donc, j'avais un peu une idée dans ma tête. Et puis, le cheval, j'avais mis de côté parce que j'avais donc Triffine. Et en fait, Triffine, ça a été mon espèce de challenge de ma vie équestre. Et en fait, toutes les 2 années, les 3 années où j'ai fait ma licence, elle m'a posé tellement de problèmes. La dernière année, notamment de ma licence, j'en avais peur, en fait. J'avais du mal à la sortir de sa prairie. Je me faisais embarquer tout le temps à pied. Et comme j'en avais peur, je la sortais plus. Et j'étais en mode, je ne sais pas quoi faire avec. Et j'ai commencé un petit peu des cours d'équitation et tout avec des gens sur place. Et ça m'a un peu ouvert mes chakras, quoi. Je me suis dit, ah, tiens, moi, je connaissais pas à ce moment-là. Hein. J'avais pas du tout fait d'équitation et tout. Je faisais que du classique, quoi. Et ça m'a un peu, je me suis dit, ah, tiens, il y a quand même un truc avec ça, tu vois. Enfin, bon, c'était pas un changement d'un coup, mais ça m'a quand même vachement intriguée. Et j'ai commencé à m'y intéresser de près. Et je me suis dit, putain, il y a tout un truc que je connais pas, quoi. Et en fait, c'est ça la clé de mes problèmes. Et donc, je me sentais hyper nulle. Je me sentais en échec complet avec ce cheval. Elle me faisait peur. Enfin, j'avais surtout peur qu'elle cause un accident. C'était mon énorme frayeur. Et du coup, j'étais là, mais jamais je serais pro. C'est pas possible. Enfin, voilà, ce cheval me met face à tout problème, quoi. Et du coup, on s'est retrouvés voilà, c'était évident que j'allais pas faire ça. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je fais un master. Là, je suis forte dans mes études. J'ai toujours été bonne pour ça. Je fais ça. Et je ferai du lobbying et tout ira bien, quoi. Et en fait, ça s'est pas passé comme ça. Toi-même, tu sais, puisque tu étais dans les coulisses. C'est-à-dire que j'ai été embauchée dans un truc.
une espèce d'organisation qui était anti-extrémisme violent, enfin bref, tout un truc tout à fait dans le courant des attentats, etc. Et en fait, ça s'est trop mal passé, c'était horrible. Déjà, le jour où j'étais embauchée, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je te jure, j'ai été prise et je suis rentrée, j'étais là, bon bah voilà, ça y est, j'avais l'impression, et j'exagère même pas, la sensation que j'avais, c'était j'ai vendu mon âme au diable. Ça y est, j'aurais plus de liberté. Ah ouais, mais c'était clair dans ma tête, tu vois. Ah oui, oui. Donc déjà, tu sentais vraiment que c'était pas du tout ta voix. C'était genre, non mais voilà, j'ai signé, en fait, je vais vivre une vie horrible, mais c'est pas du tout ma voix. Ok, d'accord. Donc il y avait quand même, quelque part, tu te l'avouais pas, peut-être pas à toi-même ou pas directement, mais c'était quand même clair. Enfin, c'était ok. Tu t'es pas dit, ah non, c'est cool. Enfin, il n'y avait pas eu un peu un truc joyeux en disant, ok, allez, ça y est, j'ai signé, ça va être bien, je vais pouvoir faire les choix à côté. Ok, d'accord. En fait, à ce moment-là, j'ai eu ce boulot 2 ans après être arrivée à Bruxelles. Et en fait, quand je suis arrivée à Bruxelles, j'ai commencé à me former en tout ce qui est équitation comportementale. Et j'ai bossé comme une psychopathe. Genre, ça a été une période où j'ai bossé comme une malade pour m'améliorer là-dedans avec les chevaux. Et j'avais commencé, au moment où j'ai commencé à avoir mon boulot, j'ai commencé à donner un petit peu des cours parce qu'on me demandait à l'écurie des coups de main, quoi. Et donc, j'ai un peu commencé à me former comme ça, en donnant des petits coups de main droite à gauche. Et ça a été vraiment, j'ai fini mes études, j'ai eu mon diplôme. Et à partir de ce moment-là, j'étais là, oh, ok, bon bah voilà, c'est la fin de ma vie. Moi, j'étais là, c'est la fin de ma vie. Je vais devoir bosser dans un bureau, faire des horaires, 9h, 5h, le truc, tu vois, vraiment cliché. Je me disais, mais oui, mais c'est ça la vie. J'ai pas le choix, en fait. La vie, c'est ça. La vie, c'est, tu vas au bureau, tu fais un job que t'aimes pas. Et grâce à cet argent, le temps qui te reste, tu y consacres tes hobbies s'il te reste du temps. Et moi, dans ma tête, c'était pas le choix, en fait. Tu vois, il y avait même pas d'autres options. Et du coup, cette idée préconçue, elle venait d'où? Parce est-ce qu'elle venait de ta famille, de tes proches, ou plutôt de ce que finalement tu apprends à l'école, où on te dit, voilà, le parcours. Surtout quand on est bon élève, en fait, quelque part, c'est pas forcément bien, entre guillemets, parce que vu qu'on est bon élève, bon, bah voilà, ça marche, pourquoi ne pas continuer? Pour ne pas faire le truc classique, puisque finalement, on est bon là-dedans. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est ma voie? Mais d'où vient cette pression ou cette idée que voilà, c'était ça, le travail c'était dur, que voilà, il fallait pas forcément aimer son travail. Est-ce que tu sais d'où ça vient? Je pense que c'est un peu la culture dans laquelle j'ai grandi, tu vois, mais en fait, j'ai toujours perçu ça. Mes parents, si tu veux, ils sont entrepreneurs, ils ont leur boîte depuis toujours. Et je pense que ma mère, autant, je pense qu'elle, c'est sa passion. Et voilà, je pense qu'elle a toujours aimé son boulot. Mon père, je pense que c'est un peu moins ça. Et que lui, il a été un peu plus en mode on prend sur soi et on fait avec, quoi. J'avance ça, ça se peut, c'est pas le cas, mais moi, c'est ce que je perçois d'eux. Maintenant, ce que j'ai toujours perçu d'eux aussi, c'est une culture qui est, je pense, propre aussi à cette génération, très dans la vie c'est dur et on prend sur soi et on ferme sa gueule et on se bagarre, quoi. Enfin, voilà, moi j'ai un peu grandi dans un truc de il faut être dur, il faut être fort et il faut se faire mal et aller au-delà de ça, quoi. Enfin, j'ai un peu perçu ça d'eux, alors qu'eux-mêmes, ils ont grandi dans des familles pas comme ça, hein. D'un côté, ils étaient profs, de l'autre, il y avait un dans l'armée et la maman qui était au foyer. Enfin, c'était pas du tout des cultures comme ça. Mais eux, je les ai perçus comme ça dans toute leur vie, avec des horaires de malades. Enfin, ils travaillaient comme psychopathes. Enfin, voilà, c'est ça là-dessus, il y a jamais eu de problème. Et j'avais aussi, c'est pas que eux, hein, parce que j'avais aussi cette perception des gens qui réussissaient, avec des grands guillemets. Donc, ce que j'entendais par réussir, c'est avoir un certain statut, avoir un certain niveau financier, avoir une certaine reconnaissance. Moi, c'est ça que je percevais. C'était des gens qui, attends, il n'y a pas de secret, Pauline. Tu crois que c'est facile tous les jours? Non, ils s'arrachent la gueule, ils bossent comme des tarés, ils prennent sur eux, et puis voilà, ils prennent sur eux, et puis c'est tout, quoi. Et puis c'est comme ça que tu arrives là. Et donc, je me disais, moi, c'est ce que j'avais fait à l'école. À l'école, moi, j'allais à l'école, j'ai jamais aimé l'école. J'aimais pas vraiment ça, tu vois. J'y allais en me disant, pas choix, quoi. Enfin, moi, quand je rentrais de vacances, j'étais horriblement malheureuse parce que je partais en vacances, je faisais 2 semaines de cheval, et puis je rentrais, et puis ça y est, on retourne à l'école avec des profs chiants, alors que j'aimais les sujets, j'adorais l'économie, j'adorais la socio, j'ai toujours, enfin, je suis plutôt curieuse, tu vois, spontanément, la bio, j'adore, voilà. Mais les profs étaient chiants, les gens étaient chiants, j'étais forcée dans des horaires, et ça, moi, ça, c'est un truc, les horaires, qu'on m'impose des contraintes, j'ai un mal fou, alors que moi-même, je m'imposerais des horaires de malade. Mais si quelqu'un les impose, je supporte pas, quoi. C'est vraiment, c'est très bizarre, c'est viscéral, quoi. Ça me rend mais dingue. Non, je ferai comme je peux, ok.
Et donc, j'aimais pas l'école. Ok. J'aimais pas ça. C'était pas cool. Et du coup, en fait, toute ma vie a été construite dans ce sens-là. Oui, t'aimes pas, c'est la vie, en fait. Voilà, tais-toi et prends sur toi, et c'est comme ça. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée à cette idée de, voilà, ça sera pas marrant tous les jours, mais c'est comme ça qu'on arrive quelque part. Voilà, Ok. c'est ce que je me dis, en fait. Ok. Et du coup, combien de temps ça a duré dans cette... C'était une ONG, hein? Ouais, c'était une ONG, ouais. Ça a duré à peine 6 mois. Ok. Et ça a été comment? Ça a été atroce. En fait, c'est simple. Donc, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai signé l'arrêt de ma vie le jour où j'ai signé mon contrat. Vraiment consciemment, en plus. Et en fait, quand j'ai commencé, moi, le premier jour, je me rappelle être dans ces bureaux, dans le quartier européen, à me dire, voilà, maintenant, ta vie, c'est ça. Tu vas être en tailleur et tu vas faire des photocopies et aller lécher les bottes de vieux lobbyistes. Enfin, c'était... Et en fait, au début, il y a eu un côté excitant parce que les institutions européennes, moi, il y avait un côté excitant parce que j'aime beaucoup l'Europe, j'aime l'idée de l'Europe. Politiquement, ça me plaît. Donc, j'avais un côté un peu, super, je participe à ça. Et ça a duré, je pense, 1 mois. Et puis. C'est la phase de honeymoon. C'est dès que tu vas dans une nouvelle entreprise, le premier mois, c'est merveilleux. Puis après, tu te rends compte des choses. Ouais, c'est ça. Puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était très traditionnel. Hein. J'étais dans un milieu hyper tradi, avec une hiérarchie hyper tradi. Tout était tradi, la façon dont on bossait, les outils qu'on utilisait. Et moi, je me suis dit, oula, mais là, on est en retard de 15 siècles, en fait. Et je n'aimais pas cette idée de pas être en phase avec mon temps, tu vois. Et j'étais là, mais attends, même les outils qu'on utilise, les documents qu'on produisait, c'était tout chiant. C'était vraiment, mais... Enfin, voilà, Europe style. Hein. J'adore l'Union européenne, mais c'est vraiment bureaucrate à mort et tout. Et c'est pas fun, quoi. C'est pas fun. Et en fait, très vite, je me suis dit, putain, ça va être chaud, quoi, de faire ça. Après, j'avais un poste de junior, donc c'était un poste vraiment précaire, où je faisais des tâches nulles. Enfin, voilà, comme quiconque démarre dans un truc comme ça, tu vois. Mais je me souviens. Bon. Je me souviens d'une tâche parce que ça m'avait tellement marqué. Je me suis dit, ouais, quand même, non, c'est vraiment dégradant et toxique l'environnement. Si tu devais faire un tableau tu devais, sur un tableau blanc, mettre les jours de la semaine, un truc comme ça. Il fallait que tu recrées un tableau. Tu vois, un calendrier sur un tableau blanc. C'était ça, hein? C'était un truc, mais n'importe quoi. Et genre, on venait te dire, ta ligne, elle n'est pas droite, tu vois? Le truc horrible. Voilà, ouais, c'est ça. Au lieu de juste acheter un calendrier, en fait. Voilà. Mais non, il fallait que la stagiaire le fasse. Non, mais oui, non, mais c'était que ça. C'était que comme ça. J'avais une boss qui était. Alors maintenant que moi j'ai une position de patronne, je me dis peut-être qu'elle vivait des trucs très difficiles à ce moment-là, et je crois que c'était un moment un peu de crise dans l'ONG. Mais bon, communication de merde, j'en savais rien. Elle a viré, on était 10, elle a viré 3 personnes en l'espace d'1 mois. Enfin, il y a eu plein de trucs très, très tordus, très bizarres. Et en fait, j'avais une relation hyper mauvaise avec elle, alors que je bossais dur, hein, je bossais vraiment dur, j'étais investie, quoi, sincèrement, quoi. Puis à un moment, en fait, j'ai décroché, j'étais là, mais je peux pas travailler dans des conditions comme ça. Je me faisais malmener. Enfin, c'était très, très classique, quoi, très, très classique, trop classique pour moi. Si je venais avec un jean, c'était mal perçu. Enfin, c'était vraiment des trucs comme ça. Et en fait, il y a un moment, je me suis dit, bon, ça va pas aller, quoi. Et quand je voyais les grands lobbyistes qui faisaient vraiment, qui travaillaient vraiment dans les coulisses avec les politiques et tout, moi, je me suis retrouvée dans des réunions comme ça de dialogue avec des ONG, des commissaires européens, et je me suis juste dit, ah, mais c'est vraiment pourri, quoi. Enfin, en fait, moi, j'étais là, dans ma tête, c'était House of Cards, tu vois. On allait aller parler avec tel type pour négocier une ligne sur un article de loi, machin. Et en fait, c'est pas du tout ça. Genre, c'était vraiment hyper chiant. Si tu arrivais à changer une ligne dans un article de loi, soit tu bossais pour Coca-Cola, soit ça n'arrivait jamais. Donc, en fait, t'es là, bah, ok, merci pour les choix, quoi. Et moi, j'étais pas assez investie dans ces missions-là pour me dire, bah, 30 ans de ma vie, je vais lutter pour changer peut-être un mot dans un article de loi qui va rien changer dans les faits, tu vois. C'était pas assez concret, c'était trop abstrait. Et en plus, en fait, ça c'était vraiment on va dire le fond. Et en plus, dans la forme, trop classique, trop traditionnelle, des carcans hyper fermés, rigides, enfin, pas modernes, quoi. Et je me suis bien rendu compte que le jour où ça s'est terminé, en fait, ma boss, m'a à moitié virée, je suis à moitié partie, c'était un peu bizarre comme départ. En fait, je me suis juste dit, non, mais ça n'ira jamais, je vais tenir le coup là-dedans, je vais finir dépressive, en fait. Enfin, voilà, je me suis dit, bon, ça n'ira pas, quoi. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, bon, bah, on va se lancer, quoi. Okay. Voilà, on va faire ça, quoi.
Et donc, ça faisait déjà 1 an que je donnais cours parce que là, à ce moment-là, je donnais cours d'équitation en parallèle de mon boulot. Donc, je faisais les deux. Donc, j'avais des journées de psycho. Et du coup, pendant l'année où j'ai donné cours, je me suis dit, OK, en fait, donner cours d'équitation, c'est pas non plus ma mission de vie. C'est pas, je me vois pas faire ça toute ma vie. Et donc, je me suis dit, mais je veux quand même aider les gens. J'ai quand même envie de ce truc-là, de me dire, bah ouais, mais je permets aux cavaliers de mieux s'entendre avec leur cheval, de mieux les comprendre, d'être plus en phase avec eux. Et je me suis dit, bon, bah, en fait, c'est comme ça que la plateforme de e-learning est arrivée. Moi, ça me plaisait vachement plus comme projet. Je me disais, construire une start-up, ça m'excite, quoi. Je me suis dit, trop cool. C'est aussi une démarche d'aider des cavaliers. Ça reste dans mon milieu de passion. Ça me permet, moi, de continuer ma carrière, entre guillemets, d'enseignante / cavalière pro à côté. Et voilà. Et donc, je me suis lancée après ça, quoi. Est-ce que tu penses, s'il n'y avait pas eu cette souffrance dans cette ONG, tu l'aurais fait? Ou est-ce que finalement, ça a été un peu ton point de départ? Enfin, tu vois, tu avais vraiment besoin d'un truc dur à vivre pour te dire non, vraiment, ça ne peut pas marcher, quoi. Mais en fait, je pense que non. Je pense que je ne l'aurais pas fait. De toute façon, moi, après, je pense que c'est individuel, mais moi, je sais que je fonctionne un peu il faut que j'apprenne les leçons en les vivant, quoi. Et parfois, c'est pas très positif parce que je me mets un peu dans des situations pourries. Et puis là, je dis, en fait, je veux pas ça. Ouais, bon, je suis sur le même mode de fonctionnement, donc je peux pas t'aider là-dessus. J'ai besoin de le vivre pour y croire, quoi. Et donc, je pense, sincèrement, je pense que si ça s'était mieux passé, et pas forcément beaucoup mieux, hein, un petit peu mieux, je pense que je serais restée là-dedans parce que c'était rassurant. Je me disais, bon, bah voilà, c'est le chemin qu'il faut faire. Et il a fallu que ça se passe, à mon avis, et c'est pour ça que je suis éternellement reconnaissante d'avoir eu cette tarée de boss qui était vraiment barjot, quoi. Parce que franchement, elle m'a tellement dégoûtée du truc que je me suis dit, bah non, mais plus jamais, quoi. C'était no way. Je suis arrivée au fond du fond, quoi. Et oui, j'aurais fait ça, je me serais pas bougée, c'est sûr. Je suis sûre. Donc, merci à Madame Boss Horrible. C'est souvent le cas, enfin, dans ce que j'ai discuté avec d'autres personnes, c'est souvent le cas d'avoir à un moment donné, soit les gens ont vraiment une vision très claire, mais c'est rare, c'est vraiment rare, les gens qui savent très vite, ok, voilà, c'est ça ma voie. Et souvent, quand même, ça vient avec une expérience qui a été difficile, voire traumatique, de se dire, ok, non, mais en fait, je peux pas faire ça, enfin, ça va me détruire. Donc, ok, super. Et du coup, là, ça y est, tu te dis, tu te lances, on va faire la start-up, on va faire The Tech Room à l'époque. Et en fait, comment ça s'est passé le départ? Tu vois, quelles ont été les étapes et voilà, comment tu te sentais, toi? Puisque j'imagine au début, c'est le rêve, hein, c'est ok, ça y est, je vais enfin créer mon truc. Et puis, comment ça s'est passé dans les années qui ont suivi? En fait, ça a aussi été une expérience un peu compliquée. Hein. C'est pas. Non, mais après, je sais pas si c'est moi qui crée ça ou si c'est la vie. Mais je crois que, tu vois, genre. En fait, quand j'ai créé le truc, je me rappelle très bien, je suis rentrée dans un cycle, une thèse de formation gratuite de 6 semaines qui permettait en fait de mettre au point ton projet et de potentiellement le lancer derrière avec des investisseurs. Et je suis rentrée là-dedans, c'était le monde des startups. Donc moi, il faut se dire que ça faisait 6 mois, même plus, que j'avais été conditionnée au monde de la politique européenne. Donc j'étais toujours plus ou moins en tailleur, ou en tout cas fringuée hyper formelle. J'étais hyper formelle avec tout le monde. C'était bonjour monsieur, bonjour madame, chérie Démarre. Enfin, tu vois, hyper formelle. Et je suis arrivée, j'ai sauté à pieds joints dans le monde des startups, où là... tout l'inverse, quoi. Tout l'inverse, quoi, tu vois. Tout le monde a des t-shirts dégueulasses avec des trous, tout le monde te fait des checks, tu vois, et toi, tu arrives là en mode bonjour monsieur, et puis salut Pauline. C'était pas du tout la même ambiance. Et je me rappelle des entretiens que j'ai faits pour rentrer dans cette formation. J'étais hyper sérieuse, tu sais, je suis vraiment arrivée mais en décalage avec les mecs qui étaient hyper chill et hyper à l'aise. Et en fait, ça a été un peu genre, oh putain, le changement d'ambiance hyper radical, les gars, c'est du ping-pong. Enfin, c'est le cliché, quoi. C'est le cliché du monde de start-up. Tout le monde utilisait des mots, du vocabulaire et des outils. Je ne savais même pas que ça existait. Je n'y connaissais rien. Moi, j'ai débarqué dans le monde des startups sans connaître les startups. Je ne savais pas ce qu'on utilisait. Je connaissais rien. Enfin, vraiment, je suis arrivée. Moi, j'étais là avec mes position papers, du lobbying. Voilà, il a fallu que je repasse dans un autre mode en l'espace de quelques semaines.
Donc ça a été, c'est de l'inconfort à mort, quoi, parce que tu sors totalement de ta zone de confort. Encore une fois, en l'espace d'un an, j'ai fait beaucoup de zones d'inconfort. Et en fait, ça a été aussi très inconfortable parce que c'était énormément de travail, beaucoup de pression. Mais c'était bien, ça m'a poussé. Hein. Enfin, j'ai eu besoin d'avoir ces mecs derrière moi en train de me dire non, c'est pas bien, non, tu recommences pour demain, oui, c'est pour demain, ça va te prendre 5 heures, tant pis, tu dors pas, quoi. J'exagère à peine. Hein. J'avais des soirées, je bossais tout le temps, j'avais pas une minute de calme. Ça pendant 6 semaines, ça a été vraiment très, très violent. Et peut-être que c'était trop, probablement qu'aujourd'hui, je me dirais, attends, pas nécessaire d'être aussi brutal, quoi. Mais comme j'étais, moi, déjà dans cette culture de faut y aller comme des bourrins, il faut se bourriner la tronche, et il n'y a que comme ça qu'on obtient des choses. En fait, la première année, ça a été très violent. Ça a été très violent, ça a été très dur. Je faisais ça en parallèle. J'étais dans une écurie. Je faisais 6 mois de stage dans une écurie parce que j'avais besoin de faire ça pour 6 mois vérifier où j'en étais et tout ça. Et donc, j'avais ça. J'avais mes chevaux, j'avais les cours, j'avais la boîte qui était en train d'être montée. À l'issue des 6 semaines, on m'a fait une proposition de levée de fonds à condition d'atteindre un certain objectif. Donc ensuite, j'étais non-stop en mode putain, le 1er avril, je dois avoir 100 abonnés, sinon j'aurai jamais mes fonds et donc je pourrai jamais lancer ma boîte. Ouais. Et donc là, j'ai commencé à être en mode je respirais plus, quoi. Ça a été difficile, hein. Je respirais plus, je dormais plus, j'ai commencé à faire des insomnies. J'avais jamais de ma vie fait une insomnie. Je ne savais même pas que c'était possible pour moi, quoi. Je dormais comme un bébé. Moi, j'ai jamais été stressée là-dessus. Et là, je me suis mise à pas dormir. Avoir un rythme de vie dégueulasse, tu vois, parce que du coup, je bossais tellement. Parfois, je mangeais pas le midi, parfois, je mangeais pas. Enfin, en fait, je m'oubliais et c'était le taf. S'il fallait que je fasse du montage jusqu'à 2h du mat, je faisais ça, quoi. Et en fait, je le regrette pas non plus parce qu'encore une fois, il a fallu que je le vive pour voir où était la limite et de me dire, ok, là, j'ai explosé la limite du raisonnable parce que ça a commencé à toucher ma santé mentale, hein, clairement, les insomnies. Tu vois, le soir, en tachycardie dans mon lit, en train de me mettre des trucs dans la tête et tout, ça a été vraiment très violent. Mais en fait, j'ai été, je pense, vraiment tout près du burn-out, à mon avis. Et ça, j'ai mis des années plus tard à me dire mais en fait, là, j'étais vraiment pas bien dans ma vie. Hein, ça n'allait vraiment pas. Et puis, voilà, moi, je fonctionne comme ça. J'ai trouvé mon équilibre en me disant, j'ai été en plein à mort dans la limite. Et du coup, je suis là, ah ouais, maintenant, je sais reconnaître les signaux quand je m'en approche, tu vois. Et je vois tout de suite, parce que moi, j'ai une tendance, maintenant que j'ai ma boîte, j'ai cette tendance-là à me plonger corps et âme dans un truc, et j'ai beaucoup de mal à m'arrêter. Et c'est un problème, en fait. Avant, je trouvais que c'était une qualité, maintenant, je me dis non, c'est pas, en fait, c'est un problème, parce que la prise de recul quand tu as ta boîte, c'est essentiel. Et donc, maintenant, je reconnais les signes. Quand je vois que j'arrive plus que je respire plus et que je suis là frénétiquement sur mon ordi, et je suis là, on va faire une petite pause. Mais donc, la première année, ça a été difficile, mais en même temps, tellement constructif, quoi. Ça m'a tellement appris. J'ai appris des milliers de trucs. Ça m'a permis et aussi de me rendre compte que c'était très dur, mais c'était très dur autrement de ce que j'avais connu avant dans la boîte. Et que cette version difficile des choses, elle me collait complètement avec ma personnalité et c'était beaucoup plus en phase avec qui j'étais, quoi. Donc, voilà, ça a été un peu aussi une révélation là-dessus, de me dire, ok, je dors plus la nuit et je suis hyper stressée tout le temps, mais je préfère ça avec ce que je suis en train de faire au quotidien, de construire un projet long terme pour moi, qui me plaît, que j'aime et tout, plutôt que d'être à moitié dépressive dans un truc de lobbying beaucoup plus confortable, mais qui finalement me rendait complètement vide, quoi. Donc, première année, rock'n'roll, vraiment rock'n'roll, ouais. Et comment ça s'est passé avec ton entourage à cette époque-là? Donc, quand tu as justement lancé ta boîte, est-ce que tu as eu des critiques? Est-ce qu'on t'a démotivé? Ou est-ce qu'on t'a dit non, mais surtout fais pas ça, retourne avec un boulot stable? Comment ça s'est passé, tu vois? Est-ce que tu as plutôt ressenti l'extérieur comme quelque chose qui t'a aidé, qui t'a poussé, qui t'a donné de l'énergie, ou au contraire comme quelque chose qui t'a tiré vers l'arrière, quoi? En fait, j'ai pas un souvenir négatif des réactions de mon entourage. Déjà, il faut quand même admettre qu'il y a beaucoup de gens qui comprenaient pas ce que j'étais en train de faire. Oui, peut-être c'est ça, en fait. C'est ça la clé. Que les gens ne comprennent pas, comme ça, ils vont pas poser de questions, ils vont rien te dire. Voilà. Honnêtement, il y avait pas mal de ça. Hein. C'est quoi déjà ton truc? Quoi, les cours en ligne de cheval? Alors, du coup, moi, j'étais là, oui, bref, voilà, on va pas parler de ça. En fait, mes parents, donc, ils ont leur boîte. Donc, déjà, je pense qu'au début, ma mère, elle s'est dit, oula, je me rappelle de cette
conversation dans le train où je lui expliquais, elle était là, mais tu vas faire comment, mais avec quel argent, mais un peu en train de se dire, ah, mais c'était pas du tout la direction que tu étais en train de prendre. Et en fait, franchement, il y a eu un peu de scepticisme, je pense, un peu de doute, puis c'est très vite parti. Et puis ils ont été là, bon, bah écoute, si tu le fais, fais-le à fond, quoi. Fais-le pour de vrai. Et du coup, bah en fait, j'étais pas du tout toute seule, tu vois. Au final, mes parents, ils ont vu que je bossais comme une malade, que c'était dur aussi, hein, ils l'ont bien vu, puis ils ont connu ça, en fait. Donc ils ont tout de suite été en mode, ok, cool. Enfin, ils ont été derrière moi quand même. J'ai pas trop été toute seule. Et après, c'est vrai que comme j'étais dans cette formation, donc en fait, j'ai eu un incubateur de start-up. Et même si ça a été un peu rock'n'roll aussi, parce que c'est start-up style, hein, c'est le bordel. Voilà, c'est vraiment le bordel. Le fait que tout le monde soit, que je sois pas toute seule, qu'on soit plusieurs entrepreneurs dans ce bordel, bah tu te sens pas seule. Et du coup, tu te sens soutenue. Et moi, mon entourage proche, au final, déjà ils me connaissent un peu, ils connaissent mon caractère, ils savent que de toute façon, je voulais des chevaux. Tout le monde a dit les chevaux c'est une mauvaise idée. Bah j'ai eu des chevaux et enfin, ils savent que j'ai une personnalité assez forte et du coup, il n'y a pas trop de discussion en fait, parce que ils sont là, ah oui, je sais pas trop, et moi je suis là, oui, mais en fait, je m'en fiche de votre avis et je fais ma vie, quoi. Donc au final, il y a pas eu de problème. On va dire que ceux qui avaient des doutes, ils les ont pas exprimés parce que de toute façon, on n'allait pas les écouter. Ok, mais tu avais cette force-là, ça t'aurait pas beaucoup affecté en fait, s'il y avait eu un peu de négativité ou voilà. Un petit peu, ça aurait pas été un problème. Après, c'est sûr que mes parents, s'ils avaient été vraiment en mode oh, non, c'est dangereux, j'étais déjà en train de réaliser que c'était pas safe. Mais comme avant, j'étais dans un job hyper précaire, que c'était super dur de trouver du boulot dans le lobbying, de toute façon, je m'étais jamais sentie safe. Donc moi, ça changeait rien, tu vois. De toute façon, j'ai jamais été safe. Donc c'est pas comme si je sortais d'un boulot de fonctionnaire où j'ai un boulot garanti à vie, quoi. C'était pas du tout ça. Et mes parents, ils étaient comme ça. Donc moi, j'ai connu que ça. Donc ça m'a jamais semblé l'horreur. Et je pense que les gens autour de moi qui me disaient, il y en a quelques-uns qui étaient là, oui, mais quand même, avoir sa boîte, si jeune, t'as pas d'expérience. Je pensais tout ça. Je me disais, bah ouais, c'est vrai, j'ai pas d'expérience. Mais aujourd'hui, je vais pas survivre et être heureuse dans ma vie si je fais pas ça. Donc, pas le choix, en fait. Donc, c'est vrai que, et je pense que si ça est négatif, je pense de toute façon que j'aurais quand même foncé. Voilà. Ok. Et dans ton entourage, alors, tu vois, les amis allez, des élèves avec qui tu as fait ton master ou tes études, il doit pas, j'imagine, pas y en avoir beaucoup des entrepreneurs. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Parce que c'est assez atypique comme parcours. Tu as pas trop encore de contact avec ces gens-là, en fait. Si, j'en ai avec quelques-uns. Et en fait, tous ceux auxquels je pense là maintenant, aucun n'est entrepreneur. Aucun. Okay. Ils ont tous, voilà, ils sont pas forcément partis vers exactement les mêmes milieux. Mais non, je disais que ce qui est sûr, c'est qu'ils sont partis dans d'autres milieux. Je pense, certains sont partis dans d'autres milieux, pas tous. Mais la plupart d'entre eux, il n'y en a aucun qui est entrepreneur. Hein. C'est pas du tout l'esprit. Hein. Ouais, ok. Et tu avais eu des questions à l'époque ou des gens qui disaient non mais Pauline, laisse tomber, il faut que tu trouves un boulot sérieux ou tu vois, est-ce que tu t'es sentie en décalage en fait oui. Complet. Ouais. Complet, bah ouais, non, mais après bon, c'est vrai que tu vois, c'est aussi un peu un leitmotiv que moi j'ai toujours un peu vécu. Je me suis toujours, c'est hyper, franchement, ça fait hyper psychologie de comptoir, mais c'est vrai, je me suis toujours sentie un peu en décalage. C'est pas nouveau dans ma vie, tu vois. J'étais à l'école, j'étais parmi les seuls à l'école, au collège, au lycée à Paris, à avoir des parents entrepreneurs. Il y en avait très peu, très peu. La plupart, c'était pas du tout ça. Hein. Ils étaient tous salariés. Et en France, toi-même, tu sais, là, il y a un espèce de gros duel patron versus salarié. Et moi, j'ai grandi dans cette ambiance. Les patrons, c'est des méchants. Voilà, les patrons, c'est méchant. Ça exploite les salariés. Et moi, j'étais pas très négative parce que mes parents l'étaient. Donc forcément, moi, mes parents, je les trouvais gentils. Tu vois, je me suis jamais dit que les parents c'était méchants. Je sais que bosser avec eux, ça doit pas toujours être facile, mais bon, voilà. Moi, je comprenais leurs problématiques à eux. Et moi, j'ai toujours été attirée. Moi, j'ai fait Sciences Éco au bac parce que ça m'intéresse fondamentalement. Moi, les sciences économiques et la socio, je trouve ça génial. Moi, j'ai toujours adoré. J'ai pas fait ça par dépit. Ça m'a toujours plu, tu vois. Non. Ouais, j'ai eu une petite période un peu, voilà, mais c'est comme ça. On passe tous par là. Est-ce que tu peux décrire un petit peu les années qui ont suivi, puisque là, au jour d'aujourd'hui, tu as toute une équipe derrière, tu as Lucie avec toi.
Et comment tu as créé, en fait, quels ont été les paliers ou les moments où, les milestones, en fait, dans le développement de Blooming Rider? Déjà, le premier gros milestone qui a été celui qui a causé tant de stress et de burn-out et tout ça, c'était la première levée de fonds. Donc, en fait, moi, à l'issue des 6 semaines de formation pour démarrer la boîte, j'ai fait un petit concours, c'était un peu de la bullshit, mais bon, c'était un petit concours interne, genre de pitch. On devait pitcher devant plusieurs invests et en gros, on gagnait ou pas, et en fonction de celui qui gagnait, alors on avait droit à tant d'euros. Je peux pas te dire les montants parce que c'est confidentiel vu que j'ai des actionnaires. Oui. C'est pas des gros montants, hein, c'est des petits montants. On est sur une petite start-up, hein, c'est pas des millions. J'aimerais bien, mais non. Et donc ouais, on a eu une première promesse d'un petit montant à lever. Et donc moi moi à cette époque-là, aujourd'hui ça a changé, mais à cette époque j'étais là. Waouh, on va lever tant d'argent, incroyable. Aujourd'hui, je suis là, mais c'est de pourri quoi. Genre, enfin bon, voilà, on se rend pas compte aussi, tu vois, quand je démarrais ça, j'avais pas non plus conscience de ce que ça bouffe une boîte en termes de fric. Je me rendais pas compte. Je me rendais pas compte de combien j'avais besoin. Je me rendais pas compte. Je ne savais pas évaluer les budgets correctement quoi. Donc tout ça, j'ai appris sur le tas en fait. En faisant, je me suis dit ah ouais, en fait, faut vachement plus d'argent pour pour aller quelque part. Bon voilà, c'est la vie. Il y a aussi eu le milestone où en fait j'ai recruté une cofondatrice, donc Lucie, qui m'a rejoint très vite, hein, quasiment 2 mois après que j'ai démarré le projet. J'avais besoin d'avoir une cofondatrice et j'ai pas du tout fait les choses dans les règles de l'art. Normalement, tu choisis des gens parce que tu sais que c'est les bons pour le poste, parce qu'ils ont les compétences et tout. Là, j'ai clairement choisi Lucie parce qu'on s'entendait bien. Hein. C'était clair. Bon. Ce qui est aussi important, enfin, je veux dire, à la base, il faut bien s'entendre. Voilà. Mais du coup, c'est vrai qu'on n'était pas dans un format idéal parce que, en fait, on était toutes les deux hyper inexpérimentées et vertes et voilà. Mais on avait la grosse qualité d'être méga motivés, quoi. D'être hyper passionnés et méga motivés, de bien connaître le monde du cheval. Et je crois que c'est ça qui nous a vraiment permis de passer les caps qu'on a passés après parce que, franchement, vu l'absence de compétences qu'on avait, c'était quand même un peu chaud. Mais voilà, on a appris sur le tas, toutes les deux. Et donc ça a aussi été un autre milestone. Certains caps, hein, passer la barre des 500 membres payants, puis des 1000 membres payants. Ça a été vraiment tous ces caps-là, les caps de chiffre d'affaires, aussi les caps de la première embauche, qui arrivait, ça arrivait en 2019, même un peu avant. On a déjà eu quelqu'un en 2018. Enfin bon, bref, on a fait un peu au fur et à mesure, puis une première plateforme, puis une deuxième plateforme. Tout ça, ça a été des étapes un peu comme ça qui ont été assez symbolique pour nous. Maintenant, moi, ce que je retiens, c'est quand même les 2 levées de fonds. Donc, on a fait une deuxième levée de fonds cette année qui a été très, très, très pénible et compliquée. Mais pour moi, c'est des milestones non seulement parce que voilà, ça marque un peu là où on est la boîte et ça montre qu'on a passé des étapes, des caps dans notre croissance. Mais c'est aussi des milestones en termes d'apprentissage. La première levée de fonds, elle s'est passée comme elle s'est passée. La deuxième, ça a été un autre niveau pour nous. Mais clairement, aujourd'hui, ça fait maintenant 5 mois qu'on a levé des fonds. Si ça doit réarriver dans un an, je ne referai plus du tout pareil, quoi. Enfin, c'est des apprentissages, en fait. C'est des trucs. Tout ce que je disais, tu sais, tout à l'heure, on disait les trucs inconfortables qu'on va vivre. Ça, c'est même plus inconfortable, c'était carrément douloureux par moment. En fait, je les regrette pas parce que c'est peut-être un peu violent comme façon d'apprendre. Et je pense que c'est très intense, plus que violent, c'est l'intensité, je pense, surtout. Mais moi, derrière ça, je suis une personne nouvelle, quoi. Enfin, j'ai appris de ouf, quoi. Puis en termes de gestion émotionnelle, gestion humaine, c'est très dur, mais après ça, on se dit, ah ouais, en fait, ok, je vais carrément faire les choses autrement et ça m'a fait grandir un truc de fou, quoi. Donc c'est vrai que, voilà, c'est difficile, mais je referai pas autre chose. Enfin, je pense que j'ai besoin d'avoir ces moments difficiles pour devenir plus forte aussi, tu vois, plus solide, avoir moins peur, parce que tu vis des moments, la deuxième levée de fonds, c'était le cas, où on s'était dit, putain, si on ne lève pas ces fonds-là, ça va être un peu chaud de continuer et tout. Et donc, tu vois toutes les conséquences dramatiques. Tu te dis, oh, mais si ça n'arrive plus, comment je vais faire dans ma vie? En plus, c'est plus que financier, c'est vraiment aussi ce truc de, c'est ce que je veux faire en fait, c'est ce que j'aime faire, donc il faut que ça continue. Et du coup, ça met enfin voilà, c'est un bordel émotionnel de fou. Et la prochaine fois, je sais que je serai mieux armée. Je serai là, non, attends, t'as vécu ça s'est bien terminé. Ça te force aussi dans l'urgence à mettre en place vraiment des stratégies, tu vois, c'est un step à la fois, quoi.
nous, on est déjà en train de voir 10 steps en avance, donc ça sert à rien. Ouais. C'est le step qui est juste devant toi, et puis celui qui est juste après, et puis tu cours des marathons, donc tu sais très bien de quoi je parle. Mais voilà, c'est vraiment cette idée-là, et tous ces milestones-là, bah, ça fait donc 4 ans que la boîte, elle existe, enfin quasiment 4 ans. Et en fait, ça a été surtout ces moments de financement et recrutement, quoi. Et après, il y a eu aussi tout le côté chiffre d'affaires. Ça c'est évidemment des milestones parce que, bah, au fond du fond, la preuve de santé d'une boîte, c'est le cash flow. Et plus que le nombre de followers sur Instagram ou autre, c'est vraiment ton cash flow. Et est-ce qu'il est constant? Est-ce qu'il augmente de façon constante? C'est ça qui te garantit que ta boîte, elle est sur la bonne voie. Et donc, pour moi, c'est surtout ça les milestones que j'observe. Ouais. Ok. Et est-ce que aujourd'hui, est-ce que tu peux dire oui, tu vis ta meilleure vie? Et si oui, pourquoi? Je pense que je m'en approche très fortement. Et surtout, je pense que, tu vois, je me suis dit ça il n'y a pas très longtemps. Je me disais, tu vois, aujourd'hui, je pense que j'ai jamais été aussi en équilibre depuis que j'existe sur cette planète. Donc, c'est déjà vachement bien, en fait, parce que c'est clairement la meilleure vie que j'ai connue depuis que je vis. Donc, c'est déjà pas mal. C'est pas celle que, disons que je veux encore autre chose. Je veux aller plus loin là-dedans, chercher encore un autre équilibre. J'ai pas envie de faire ça toute ma vie. Mais par contre, c'est clairement un équilibre que j'aime beaucoup. Je me plais dans cette vie-là. Et bah, je pense que j'ai jamais pu dire ça avant. De me dire que vraiment, c'est ce que j'aime. Je me lève le matin, je suis contente. J'aime ce que je fais. C'est pas compliqué pour moi de le faire, quoi. C'est un plaisir. Donc oui, je m'en rapproche. Je vis de ma passion. C'est une chance inouïe. Il y a quelques années, je pensais que c'était un rêve de naïf. Donc, Ouais. c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et maintenant, oui, c'est clair que j'aimerais bien aller encore vers autre chose, quoi. C'est pas encore tout à fait mon rêve. Et quels sont justement ces éléments qui font que ta vie, elle est géniale, tu aimes ta vie aujourd'hui? Et quels sont les éléments que tu aimerais développer? Tu vois, si on peut, tu vois, est-ce que c'est en termes de flexibilité de temps, en termes, tu vois, c'est quoi en fait, en gros, les ingrédients de la recette, la meilleure vie de Pauline? Bah, alors aujourd'hui, ce qui fait que j'aime ma vie actuelle, c'est que tu vois, moi, ce qui me faisait très peur quand je me suis dit, ok, je pars dans un peu une carrière entre guillemets professionnelle équestre. J'avais pas envie de me couper de tous les autres milieux en fait, parce que bon, c'est peut-être pas sympa ce que je veux dire, mais le milieu équestre, je le trouve un peu rétrograde, je le trouve pas très moderne. Ça change beaucoup, hein. En ce moment, c'est en train de beaucoup changer, mais disons qu'il y a 4 ans, quand je me suis lancée là-dedans, même il y a 5 ans, tu vois, j'étais là, ouais, il y a quand même, je trouve que d'être que dans le milieu équestre, je pense pas que ça va me tirer vraiment vers le haut. En termes de professionnalisme, en termes de performance, en termes d'outils, en termes de productivité, en termes de business même en fait, hein, tu vois, de gestion d'un business et tout. Et c'est pour ça que moi je lis énormément sur les startups, même des énormes startups. J'aime bien savoir, tu vois, comment les choses se font, voilà, quels sont les process. C'est quand même hyper intéressant. Et donc j'avais très peur de ne faire d'être que dans ce milieu du cheval que je trouve pas toujours très pro, même si encore une fois je trouve que ça change aujourd'hui. Et donc, j'ai cette chance de ne pas être que dans ce milieu et de garder un pied dans des milieux qui n'ont rien à voir avec le cheval. Le milieu des investisseurs, des levées de fonds, des startups, c'est une autre ambiance, une autre culture, un autre langage dans lequel je me sens très bien, dans lequel je me sens vraiment très bien. C'est hyper intéressant. Mais tu vois, faire que ça m'aurait énormément frustrée parce que bah, ma passion, c'est les chevaux. Je veux être avec des chevaux. Je veux apprendre avec des chevaux. Voilà, c'est ça que j'aime, c'est ça qui me fait vibrer dans ma vie profondément. Tu vois, c'est ça qui déclenche des émotions hyper positives. Et donc, d'avoir un peu des deux, c'est l'équilibre dont j'aurais toujours rêvé, en fait. C'est d'avoir un peu de bureau, un peu, tu vois, travailler sur Slack, bosser avec des outils pure startup, comprendre toutes les stratégies marketing propres à la startup, ça me passionne. Je trouve ça méga intéressant. Et en même temps, avoir à côté, bah, voilà, mon après-midi, toute mon après-midi, je suis 6 heures à l'écurie, je me pèle les miches, je suis sous la flotte, voilà, je prends des coups de soleil, mais je vis, tu vois, je suis vraiment confrontée, c'est con, mais j'ai besoin d'être confrontée aux éléments. Mais si je suis trop confrontée aux éléments et que je me gèle toute la journée, je sais que c'est trop dur pour moi. Et donc là, c'est génial parce que j'ai le temps d'être au chaud le matin. Bah là, on est en hiver, donc au chaud le matin, tranquille, cool. Et puis, tac, l'après-midi, je suis confrontée à la vraie vie, aux éléments. Et le soir, bah, je suis trop bien, quoi. Enfin, c'est un super équilibre. Donc ça, je
crois que c'est ça qui fait que c'est chouette. Et surtout, toute la journée, je parle beaucoup, essentiellement, de trucs de poney, de cheval, voilà, de ce milieu-là qui me passionne, qui est vraiment le truc qui me fait vibrer. Donc, oui, c'est un équilibre. Je pense que peu de gens arrivent à atteindre parce que c'est hyper difficile. Hein. Là, je pense que je l'ai plus que souligné. Ça n'a pas été un truc hyper simple d'arriver là. Mais aucun regret, quoi, parce que je me suis bagarrée pour ça et aujourd'hui, j'ai ça et c'est génial. Maintenant, si on voulait faire un peu mieux, il y a deux choses. Il y a deux choses vraiment principales, le temps et l'argent. Aujourd'hui, je trouve que je manque des deux, en fait. C'est-à-dire que, tu vois, si on s'inscrit dans un truc durable et que je me vois dans peut-être 3, 5, 10 ans, je me dis, je me vois pas 5, 10 ans, dans 5, 10 ans avec le même équilibre qu'aujourd'hui parce que je sais que je gagne pas assez bien ma vie pour construire ce que je veux et pour avoir le confort que j'aimerais avoir dans l'idéal. Hein, voilà, je suis très confortable, j'ai beaucoup de chance, tu vois, j'ai plein de choses que plein de gens n'ont pas et c'est très bien. Je peux financer des chevaux, enfin, tu vois, c'est déjà waouh, quoi. Mais si je vise vraiment mes rêves, j'aimerais avoir plus d'argent pour juste construire plus de choses et avoir un peu plus de temps, juste pour pouvoir peut-être un peu respirer parfois, quoi, parce que j'ai des journées méga chargées, je prends très peu de vacances, je vois peu ma famille. Oui, dans l'idéal, si je pouvais un peu plus voir ma famille, un peu plus avoir du temps, entre guillemets, à rien faire ou à faire des choses qui n'ont rien à voir avec mon métier, ça me ferait super plaisir. Ouais. Ça serait vraiment l'idéal, quoi. Ok. Donc, je pense que ça serait ça. Et moi, à terme, j'aimerais bien, tu vois, vraiment vivre de l'entraînement de quelques chevaux, être chez moi, avoir mes chevaux chez moi, mais dans un certain confort pour moi et pour mes chevaux. Et j'ai envie de pouvoir, tu vois, j'ai envie de pouvoir payer ce qu'il faut pour mes chevaux, quoi. S'il faut que je mette une écurie active en place, j'ai pas envie de stresser parce que ça va me coûter une blinde. Voilà, j'ai pas envie de penser à ça. J'ai envie de me dire, mes chevaux, il faut qu'ils marchent toute la journée, tac, 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 je paye ça, je paye ça, je paye ça, et pas me poser de questions. Ça serait vraiment, c'est ça qui me motive le plus, quoi. Mais j'ai envie de partir en vacances 2 semaines, je peux me les payer et je peux prendre ce temps. Tu vois, c'est aussi quoi. Voilà, on dirait ça. Ok, super. Du coup, la vision, elle est claire. Ouais. Donc, on pourra refaire un podcast dans quelques années pour voir où est-ce que tu en es. J'ai pas de doute que tu vas y arriver. C'est vrai que c'est un parcours vachement intéressant et vraiment inspirant, quoi. Enfin, ce que tu as réussi à faire en si peu de temps, parce que mine de rien, c'est quand même rapide. Je pense que c'est vraiment un truc énorme. Et du coup, ça peut donner beaucoup d'idées. Est-ce que tu as des conseils à donner pour les gens qui écoutent pour qu'ils vivent leur meilleure vie? Tu vois, ou est-ce que tu as une chose que tu dirais? Une seule chose? Non. Tu peux en dire deux. Allez, vas-y, choisis le nombre que tu veux. Quels sont les conseils de Pauline pour vivre sa meilleure vie? En fait, je pense que déjà, il y a moi, ce que j'aime, enfin, moi, ce qui a été important pour moi, après, je crois que c'est individuel, mais c'est de embrace negativity, tu vois, genre, s'il y a un truc terrible qui se passe ou un truc difficile, qu'on traverse une période difficile, moi, ce que j'en ai tiré, alors après, je suis encore très jeune et peut-être que dans 10 ans, je te dirais, en fait, je disais n'importe quoi. Mais là, à ce stade aujourd'hui, voilà, j'ai 28 ans aujourd'hui, clairement, quand j'ai un moment très difficile, je me dis toujours, il va toujours en sortir un learning probablement très, 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 de très haute valeur. Et on ne s'en rend pas compte sur le coup parce que c'est dur et qu'on est dedans et voilà. Mais je pense que c'est la première chose, c'est quand il se passe quelque chose de pas agréable ou de très désagréable, surtout pas à se dire, voilà, je veux, peut-être qu'on se dit, je veux plus jamais vivre ça. C'est normal, hein, j'ai envie de dire, personne n'a envie de vivre des trucs désagréables. Mais se dire que des choses désagréables, il y a plein de choses positives qui vont sortir, quasiment à chaque fois. Et parfois, c'est pas forcément ce qu'on pense qui va en sortir. Et qu'il faut pas se dire, j'évite absolument les obstacles. Parfois, il y a un obstacle qui arrive et il va falloir le sauter avec un petit peu de douleur, mais il va falloir le sauter. Et une fois qu'on sera passé de l'autre côté, on se dira, ok, en fait, je l'ai sauté comme ça, de cette manière, et en fait, j'aurais peut-être pu refaire ça comme ça la prochaine fois. Et en fait, à chaque fois qu'on va en rencontrer un, il ne faut pas voir ça comme oh mon Dieu, il y a un problème, c'est la fin du monde. Il faut se dire en fait, il y a un problème. Ce qui va faire que je vais réussir à atteindre mes objectifs, c'est comment est-ce que je gère ce problème et pas comment je l'évite. Moi, c'est un peu un truc que moi j'ai retenu en tout cas et que j'ai mis du temps avant de me dire faut pas éviter les obstacles, faut les vivre et il faut se dire que ça va être un peu difficile, mais après ça, on va apprendre des trucs qui vont nous tirer vers le haut et nous faire grandir en compétences, en fitness émotionnelle et tout. Et après, la deuxième chose, moi, que je retiens aussi, c'est
Parce que moi, quand je me suis lancée dans la boîte, j'étais à fond dans des trucs de développement personnel. Et j'ai mis du temps avant de comprendre que je ne suis pas entièrement responsable de ce qui m'arrive. Et du coup, de ne pas culpabiliser. Moi, je suis la spécialiste de la culpabilité. Je culpabilise pour rien. Ça va pas, c'est pas bien, mais voilà, c'est comme ça. Et bah, dès qu'il y avait quelque chose de mal qui m'arrivait, je me disais c'est de ma faute. Et en fait, il faut apprendre à différencier et à bien différencier ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Et il y a plein de paramètres qui sont jamais sous notre contrôle. Et du coup, quand on arrive bien à se dire, OK, il m'arrive tel truc, j'ai ça c'est sous mon contrôle et je peux avoir un impact dessus, ça non. Et ben alors, il faut mettre un max sur ce sur quoi on a du contrôle en fait, et de mettre à mort notre énergie sur ce qu'on peut contrôler, sur ce qu'on peut gérer ou ce qu'on peut influencer, et mettre tout là-dessus et pas désespérer et s'agacer et se frustrer et s'énerver sur ce qu'on peut pas du tout contrôler. Facile à dire, bien sûr, dans une situation là comme ça. Bien sûr, ça on le dit quand il n'y a plus de soucis. Mais voilà. C'est normal. Sur le coup, on a le droit d'être hyper vénère parce qu'il nous arrive un truc pourri et de pester contre le monde entier. Et voilà, chacun sort son problème, enfin ses émotions comme il le veut. Mais au fond, c'est bien de se dire, OK, bon, bah, il m'arrive tel truc pourri, sur quoi j'ai du contrôle là tout de suite. Et mettre toute l'énergie là-dessus parce que du coup, on n'aura jamais de regrets en fait. On arrivera en arrière, on se dira, bah, j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai fait le maximum. Et la vie, c'est pas toujours juste. Et la vie, c'est même rarement juste en fait. Et l'accepter, se dire, ce qui compte, c'est que moi, j'ai mis toute l'énergie et tout ce que j'avais envie de mettre sur ce que je contrôle. Et je crois que c'est ça qui, en tout cas, moi, m'a permis d'arriver vers un équilibre qui me plaît et qui me convient. Et voilà, parfois, ça passe quand on est entrepreneur, c'est augmenter ses prix. Là, j'ai augmenté mes prix il n'y a pas longtemps en tant que prof. Ça a été dur. J'étais là, ah là 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 là, enfin, je dis à mes clients que j'ai augmenté les prix, mais j'étais en panique, quoi. Alors que je l'ai déjà fait, hein. C'est pas la première fois que j'augmente les tarifs. Mais tu vois, je me sentais plus en phase avec mon prix. Je me rendais bien compte que j'étais là, bah ouais, mais non, ça ne m'a plus de travailler, de donner une leçon pour ce budget-là. Et je m'écoute beaucoup là-dessus parce que ça m'a toujours réussi. Ça m'a toujours, au final, je me suis toujours dit, bah, en fait, là, je me sens en harmonie avec ce tarif-là et je me sens bien avec ça. Et voilà. Et du coup, j'ai augmenté mon prix. Et bah, les clients, il y en a plein qui ont un peu essayé de négocier à la baisse, machin. Voilà, c'est normal, hein, tout le monde essaie un peu de... Oui, absolument. Fair game. Hein, voilà, ça fait logique. On préparait à leur place probablement, ou en tout cas, on n'est jamais content d'apprendre qu'un prestataire à qui on fait appel régulièrement augmente ses tarifs. On se dit pas, ah super, trop bien. Non, on n'est pas content. Mais c'est pas grave. Et d'apprendre à faire ça et à se dire, bah voilà, là je me sens plus en équilibre avec ce tarif. Sur quoi j'ai du contrôle, bah prendre sur moi, être courageux et le faire, et juste le faire, et pas voilà. Et du coup, bah pas de regret parce que ça a été un peu inconfortable. Et maintenant que c'est fait, bah c'est fait. Et je me dis, bah génial, voilà, j'avais du contrôle là-dessus, j'ai pu le gérer, génial quoi. Donc voilà, je pense que c'est un peu, voilà, ce seraient les deux trucs que je dirais. Ok, et ben super, c'est très intéressant. Merci beaucoup Pauline. Je vois que chez moi, tu vois, il commence à faire nuit. Oui. Donc là, on va plus arriver à me voir bientôt. Donc, mais ça fait, je pense, plus d'1 heure hein, qu'on discute. Ouais. Donc, ben, c'est top, hein, comme d'habitude. Je pense qu'il faut qu'on fasse ça régulièrement parce qu'il y a plein de sujets à creuser. Tu vois, par exemple, voilà, ton dernier conseil, je pense, c'est hyper important, c'est de savoir, c'est ce qu'on apprend aussi hein, dans les coachings quand on veut lancer son business, c'est vraiment être en accord avec le prix qu'on met, quoi. Ah ouais, ça, je pense que c'est quelque chose qui est très, très difficile parce qu'on a tous des problèmes avec notre relation à l'argent de manière générale. Hein. Il n'y a personne qui dit « Ah non, moi, tout va bien ». Non. Et savoir combien… Toujours, je trouve. Comment ? Je trouve qu'on a tendance à se sous-vendre. Enfin, autour de moi, tu vois, je vois par exemple des élèves que j'ai qui vont se lancer en tant que prof et tout, et tarifs qu'ils veulent demander. Non, alors c'est tout de suite, oui, mais sur le marché, on demande combien, mais moi, c'est pas… C'est pas ça qui est important, ouais. Parce que le marché, ça se peut, tu vois, un moniteur d'équitation aujourd'hui, je suis désolée, mais il est sous-payé, quoi. Moi, je trouve ça… et quand on me dit, moi, ça m'arrive hein, qu'on me dise, c'est rare, mais ça m'arrive qu'on me dise, ah, mais un moniteur d'équitation, ça coûte 20 € de l'heure ou 25 € de l'heure, et moi, je coûte 60. Et bah, les gens, ils vont être là, oh, oula, cher. Ben, en fait, si c'est cher, c'est pas mon client, quoi. Exact. Voilà, c'est tout. Ouais. Et moi, je ferai pas ce boulot au rabais parce que je suis pas prête à le faire. Et tu sais aussi ce truc de vivre sa passion, mais pas la vivre en mangeant que des pâtes tous les jours parce que bah on s'excuse, on s'auto-flagelle. Oh, mais oui, mais je vis de ma passion, j'ai déjà tellement de chance. Bah non, en fait, j'ai le droit de vivre de ma passion et d'avoir assez d'argent pour payer de la nourriture, quoi. Enfin, ou payer mes rêves aussi, pas forcément de la nourriture, juste payer mes rêves, quoi.
Et voilà. Après. Et après, de toute façon, c'est lié à la valeur que tu apportes. Si tu apportes de la valeur, les gens sont prêts à payer pour ça. C'est tout. Ça. Et si quelqu'un n'est pas prêt à payer, bon, bah, c'est pas ton client. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a d'autres profs. Il peut prendre un prof qui a 20 € de l'heure. Mais par contre, il peut pas se plaindre si jamais, voilà, bah, la valeur n'est pas forcément la même. Exactement. Non, mais c'est à 2000% ça. Et aussi, quand on paye quelqu'un à la valeur avec laquelle il se sent bien, on sait qu'on le met dans des dispositions. Enfin, moi, je vois ça avec mes profs aussi. Quand je vais payer un cours 80 € ou plus de la séance, déjà, moi, je me pose même plus la question. Voilà, je veux tel prof, je sais qu'il est hyper réputé ou qu'il est hyper fort et tout, mais pas de problème, je paye ce prix-là. Si j'ai pas le budget, je le paye, je prends un peu moins court, puis c'est tout. Mais jamais je me pose la question parce que je sais aussi que lui, comme il est à l'aise avec ce prix-là, bah, il va tout donner, quoi. Il va être présent, il va être avec moi, il va pas être frustré, il va pas se sentir pas bien avec ça, il va être confortable. Et du coup, tout le monde est confortable, quoi. Et voilà, c'est un win-win. S'il n'y a pas de win-win, si la personne qui donne la prestation, elle se sent mal avec ce prix, mais qu'elle se force parce qu'elle se dit que c'est mal de demander plus, elle va pas donner le max de qui elle est, en fait, et de ses performances, quoi. Donc, moi, j'avoue que là-dessus, je suis assez... voilà. Mais je suis tout à fait d'accord et je vais finir sur un dernier exemple pour vraiment pousser ce que tu viens de dire. C'est que, donc là, je viens de prendre un coaching qui était pour moi extrêmement cher. J'avais jamais mis autant d'argent dans un coaching. Et en fait, j'ai pris en gros une formule premium pour avoir, c'est du mentoring, c'est même pas juste du coaching. Et en fait, la nana, elle me dit, bah, écoute, on a discuté de la problématique, de ce que je voulais faire. Et en fait, elle m'a dit, bah, écoute, je t'ai débloqué telle autre formation qui était aussi à un prix, c'était un prix inférieur de ce que moi j'ai payé, mais quand même, c'est comme si d'un coup, j'ai 2 formations d'un coup, alors que j'en ai payé qu'une. Enfin, tu vois, tu dis, ah, mais génial. Là, ça y est, comme moi, j'ai mis l'argent pour me dire, voilà, moi, je suis prête à payer ton mentoring parce que je veux suivre ce que tu me dis, mais elle va jusqu'au bout. Enfin, je sais qu'elle ne va pas me laisser tomber. Voilà, elle est prête à m'offrir, entre guillemets, d'autres formations, d'autres programmes qu'elle a développés pour que je puisse avancer. Et je trouve ça magnifique, en fait. Mais c'est exactement ça. Et tu vois, je vois ça aussi, moi, en tant que prof. C'est con, mais quand tu es avec quelqu'un qui est toujours en train de négocier un peu moins, machin, et alors que par exemple, j'ai une cliente qui va être là, qui vient tous les mois, qui se forme pour être pro dans tout ce qui est comportement du cheval, bah, elle se pose même pas la question, elle est là, elle s'investit à 2000%, et son investissement financier, je le vois aussi sur son temps, son énergie. Tout s'aligne. Elle veut mettre la thune, elle veut mettre le temps, elle veut mettre l'énergie. C'est une de mes élèves qui a progressé le plus rapidement. Et en fait, ça devient aussi pour moi une énorme motivation parce que c'est pas que l'argent, c'est surtout que je vois que la fille, elle est à fond. Et du coup, bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire, bah, tout lui donner, quoi. Je suis là, bah, c'est génial. Moi, j'ai envie que cette fille, c'est un projet pour moi, quoi. Et alors que quand on est avec un élève qui va, moi je le vois, c'est assez constant, hein, des gens qui sont oui, qui me font la remarque oralement que c'est un peu cher. En s'attendant à ce que je fasse une ristourne, ce que je ne fais plus, parce que je leur dis, bah, tu sais quoi, tu vas voir chez le boulanger, tu lui dis, 1,50 € la baguette, c'est un peu cher. Et tu crois qu'il va te dire quoi? Ah bah toi, du coup, je te la fais à 1,20 €, tu vois, bah non. Il va dire, bah, c'est le prix, en fait. Désolé, ça te va pas, il y a le concurrent, aucun souci. Et bah, ceux-là, souvent, ils sont un peu moins investis. Ils sont moins... C'est assez souvent... Enfin, après, peut-être que je fais de l'anecdote et qu'on ferait une analyse avec de la data, ça serait faux. Mais moi, ce que je constate, c'est que souvent, c'est assez corrélé quand même. Oui, tout à fait. C'est assez corrélé. Voilà. Non, mais c'est clair. De toute façon, ça se voit partout. Hein. Je veux dire, ton abonnement à 20 € chez Basic Fit, je veux dire, il y en a combien de gens qui prennent l'abonnement et qui ne vont pas? Si l'abonnement, il était 150 € par mois, peut-être que tu poserais 2 fois la question. En tout cas, si tu le prends, tu y vas. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà. OK. OK, merci beaucoup, Pauline. Merci à toi. Avec plaisir. Et voilà, j'espère que ça donnera quelque chose d'à peu près correct avec tous les soucis techniques. Là, il fait noir. J'avais pas du tout pensé qu'on parlerait jusque autant longtemps et que voilà, il fait nuit maintenant. Donc, écoute, on va rester là-dessus sur ces bonnes paroles et un tout grand merci. Merci à toi. C'est un grand plaisir.